Si vous allez à la scène nationale de Bonlieu, vous remarquerez peut-être, en cherchant un peu, que la salle de répétition appelée le Cube porte en fait très discrètement le nom de Gabriel Monet, l'un des rares citoyens d'honneur d'Annecy. D'autres villes rendent hommage à Gabriel Monet, dont Bourges, qui a nommé une place à son nom, et le théâtre Gabriel Monet au Plessis. Ce grand comédien, metteur en scène, mérite que l'on retrace son parcours annécien à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Gabriel Monet, né le 23 février 1921, passe son enfance au Cheylard, en Ardèche. Il apprend la musique avec son père, clairon-major et chef de fanfare au 29e bataillon de chasseurs à pied. Il devient trompette dans la fanfare et fait aussi ses premières expériences de théâtre amateur. En 1938, Gabriel entre à l'école normale de Privas, puis enseigne quelque temps en Algérie. En 1942, durant l'occupation, il effectue son service civil obligatoire, autrement dit les chantiers de jeunesse, dans les rangs de la musique nationale à Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme, donc en zone dite libre, où siège le commissariat général des chantiers de jeunesse. Le 10 juillet 1943, Gabriel s'évade des chantiers de jeunesse pour se soustraire au STO étendu à la zone libre et rejoint les maquis du Vercors et de l'Ardèche. Lieutenant dans l'armée secrète, alias Maurice Valette, il mène des actions militaires, anime ses premières veillées et monte des petits spectacles avec ses camarades de combat. Ces hommes jeunes décident de poursuivre, à leur manière, le combat contre les ombres en des lieux de fortune, repères de la résistance, des greniers, caves ou appartements miteux. Gabriel fait la rencontre décisive de sa vie. Pierre Dunoyer de Ségonzac et Joffre du Masdier, tous deux ex-dirigeants de l'école des cadres d'Uriage, passés dans la clandestinité. Ils créent les équipes volantes, composées de 3 hommes, un militaire, un culturel et un politique, qui vont de maquis en maquis, leur sac à dos chargé de livres et d'armes. Leur but est de former les jeunes qui n'ont aucune expérience du maniement des armes, ni aucun sens politique, pour envisager avec eux les projets de culture populaire de l'après-guerre. Les séances de maniement d'armes alternent avec les exposés débats politiques et culturels, les lectures de poèmes, chansons, animations de chorale. En juillet 1944, Gabriel et son corps franc reviennent en camion de la bataille du Cheylard. À Entraigues-sur-Volane, ils s'arrêtent sur la place du village, devant le café-restaurant Suel. La jeune serveuse, Adrienne, leur apporte les boissons. Un ange passe. Au premier regard, c'est le coup de foudre. Gabriel épousera la fille du propriétaire 6 mois plus tard, le 25 janvier 1945. Elle deviendra Monette l'année suivante. Leur fils Jean-Claude naîtra le 25 juin 1946 à Annecy. Gabriel Monet est cité à l'ordre du régiment à l'issue de la bataille du Cheylard. Le 3 septembre, il participe à la libération de Lyon. Gabriel écrit le chant des pionniers du Vercors qui deviendra un véritable hymne lors des commémorations, comme nos vaillants allobroges. Il organise des célébrations dans des salles et sur l'espace public. Ce sont alors de simples lectures à haute voix, des chansons et musiques. À Annecy, dès la Libération, la villa Leufer, commanderie des marquisats où sévissait la milice, est réquisitionnée par le préfet au profit du CDL, le Comité départemental de libération. En novembre 1944, 3 mois après la libération d'Annecy, une équipe de résistants, la plupart issus du maquis de Manigot, se réunit à la commanderie devant la salle verte autour d'un casse-croûte dans une somptueuse vaisselle en aluminium massif. Autour de Joffre du Masdier, ex-directeur de l'école des cadres d'Uriage, et de Benigno Cáceres, cofondateur de Peuple et Culture à Grenoble, se retrouvent ceux qu'on appellera les uriagistes d'Annecy. Jacques Rose, Paul Tisse, Bernard Bing, Jean Barthalet, Jo Malinjoux, Marcel Vigny et Henri Audesser qui a pris cette première photo. Cette équipe jette les bases de ce qui va devenir le centre éducatif des Marquisats et Peuple et Culture de Haute-Savoie. Joffre du Masdier, nommé inspecteur de l'éducation populaire, fait venir Gabriel Monet à Annecy pour seconder Marcel Vigny, qui a fort à faire pour créer le service départemental de la jeunesse. C'est ainsi que Gabi et sa jeune épouse, mariée depuis 6 mois, arrivent à Annecy un matin pluvieux du 9 août 1945. Le jeune Yves Méraud fait leur connaissance ce même jour.
ils sympathisent aussitôt, sans doute parce qu'ils ont eu l'un et l'autre des itinéraires semblables dans la résistance, rêvé des mêmes espoirs d'équité, de fraternité, d'humanisme et de culture. Yves dira plus tard que c'est un couple très beau, très émouvant. Gaby est affecté comme secrétaire auprès de Marcel Vigny. Mais l'art dramatique, dont il a fait ses débuts dans le Vercors, le motive davantage que les tâches administratives. Marcel Vigny comprend bien cette vocation naissante et recrutera un autre secrétaire. Gaby devient ainsi instructeur et milite avec assiduité au Centre des Marquisats et à Peuple et Culture qui viennent de se créer à Annecy avec l'équipe issue de la Résistance. Il anime des veillées et stages au Centre des Marquisats, comme ici, une pause chorale au cours d'un des nombreux stages syndicaux ou associatifs. Il participe aussi à la création et l'animation de plusieurs associations. Tout au long de cette présentation, on remarquera la succession des dates qui ont rythmé l'activité foisonnante de Gaby. Gaby ne se met jamais en vedette des groupes qui l'animent, toujours effacé. Dans les pièces de théâtre ou les montages dramatiques, il jouera rarement le premier rôle. Il est ici avec des stagiaires syndicaux, au Marquisat, autour de Jean Leveugle, directeur du centre en pantalon de golf, Ernest Duchesne, président, et le préfet Révillard. Le 29 juin 1946, Gaby organise sa première expérience de théâtre populaire sur la place de la mairie de Crangevrier à la demande de l'UJRF, l'Union des jeunesses républicaines de France. La plupart, si ce n'est la totalité des spectateurs de cette commune ouvrière voisine d'Annecy, ne sont sans doute jamais allés au théâtre. Gaby présente sur des tréteaux 2 courtes comédies du Moyen-Âge, La farce du pâté et de la tarte et Le retour de Martin Guerre. Des couvertures tendues sur des cordes font office de décor. L'éclairage est assuré par des phares de voiture et des ampoules électriques suspendues aux fils volant au-dessus de la scène. Les comédiens sont des amateurs de tous milieux sociaux. À gauche, Gaby à genoux et son épouse Monette. À droite, il est derrière Jacques Lorue. En revoyant cette photo en 2007, Gaby s'est remémoré que, lors des répétitions, Jacques Lorue a surnommé son épouse Monette. Ce surnom lui est resté. Elle sera Monette pour l'éternité. Le 22 août 1946, sur le Paquier, pour l'anniversaire de la libération d'Annecy, Gaby présente « Montagne en guerre », toujours avec des comédiens amateurs de toutes les classes sociales. Gabriel Monet raconte « La célébration est née du besoin de renouveler la forme des fréquentes manifestations dédiées à la mémoire, toute fraîche encore des tragédies de la guerre. Besoin aussi d'en rassembler, fixer les récits, le sens et la résonance dans les champs culturels. D'une certaine idée de la France, de l'époque, je l'ai écrite en étroite collaboration avec Julien Algotte, qui m'a procuré la plus grande partie des documents. La scénographie de la première, sous les arbres du Paquier, se composait d'une estrade avec quelques marches d'accès, 3 micros pour 3 voix, Julien, Monette et moi. Un tourne-disque à manivelle pour disque 78 tours, manipulé à la main par Jean Leveugle et une timbale pour les ponctuations. En noir sur le plateau, les 4 lecteurs. Bernard Jousset, Jo Danviolet, Paul Grillet et Lucien Griveau. Sur les marches, à gauche, Maurice Litos-Baritel et Monette. Gaby, au timbal, marque les ponctuations. Montagne en guerre préfigure le spectacle nocturne « Aujourd'hui une pierre » que Gaby montra le 2 septembre 1973 sur le plateau des Glières pour l'inauguration du mémorial Giglioli. L'allée du Paquier est envahie par un nombreux public de toutes les classes sociales. Le spectacle est gratuit. Cette évocation empoigne l'assistance aux entrailles et recueille des éloges dithyrambiques dans la presse. Préfigurant déjà une mini-décentralisation locale, des versions scéniques ont ensuite circulé dans le département. Et jusqu'à Genève, sous l'égide d'une association patriotique, dans une soirée où se produisait un jeune chanteur populaire encore à ses débuts, un certain Yves Montand. Gaby présentera chaque année, en août, des montages différents pour commémorer la libération. 6 septembre 1946. Gaby, à gauche, avec les participants du premier stage entraînement mental de Peuple et Culture au Marquisat. L'homme aux cheveux blancs et nœuds papillons, Monsieur Voiron, inspecteur primaire et président de la Fédération des œuvres laïques, est très critique sur les méthodes novatrices et participatives de Peck et de Gaby.
L'entraînement mental est une méthode de réflexion et d'analyse de situation élaborée par Joffre Dumazdier, sociologue, cofondateur de Peuple et Culture. Gabi dira plus tard « C'est ici, au lendemain de la libération, que je suis vraiment né à la conscience du monde et de l'art. Parmi les hommes venus de partout et que le centre des marquisats réunissait pour prolonger la réflexion et l'action du maquis. » Un autre stage de Peck au marquisat, le 6 septembre 1946. Gabi est à gauche. Au centre, en costume sombre, Marcel Vigny, inspecteur jeunesse et sport. À côté de lui, Monsieur Voiron, toujours aussi critique avec son nœud papillon. 16 novembre 1946. L'équipe de Peuple et Culture reçoit au marquisat Jean Dasté et les comédiens de Grenoble. Ils joueront Salle Pierre Lamy, Noé, d'André Aubet et Les Sept Couleurs de Robert Brasillac, suivi d'un débat sur le fascisme. Grâce à Paul Tys, grand ami de Jacques Copeau, des liens fraternels secrets entre Gabi et Jean Dasté formés à l'école de Copeau. Dasté viendra souvent à Annecy, d'abord avec les comédiens de Grenoble, puis avec la Comédie de Saint-Étienne. À gauche, Clément Gardet, Gabi, Julien Elfgott qui masque Jo Malinjoux et Georges Grandchamp. À côté de Jean Dasté, en canadienne, Henri Moret du Ciné-Club. Parmi les comédiens se trouvent Tonia Carifa, René Laforgue, Ginette Duvalex, Gaston Joly, Musi Hafner, Lecoq, Hubert Deschamps, Lucien Brahem, régisseur et chauffeur du car. La première maison des jeunes d'Annecy est créée le 14 janvier 1946 par la République des jeunes, qui deviendra la Fédération des maisons de jeunes. Elle s'installe à quelques minutes des marquisats, au cœur des vieux quartiers très populaires, dans l'appartement du 2e étage de cet immeuble 1 rue du Collège Chapuisien. Les Compagnons de France y étaient durant l'occupation, jusqu'à leur interdiction. Jo Malinjoux structure cette maison des jeunes durant 1 mois en attendant l'arrivée, le 22 février 1946, de Georges Danviolet, résistant gravement blessé au cours d'un parachutage en formation de directeur de MJC à Caen. Gabi, comme tous les animateurs issus de la Résistance, intervient dans les 3 structures culturelles d'Annecy que sont le Centre des Marquisats, Peuple et Culture et la nouvelle MJC. Structures à ce point imbriquées qu'elles sont animées par les mêmes personnes. Gabi anime ici une veillée à la MJC, le 5 décembre 1946. De face, sous sa main et en médaillon, Jo Danviolet, dont le parcours à lui seul mériterait une conférence. Peuple et Culture de Haute-Savoie cherche à élargir la connaissance culturelle en dehors des murs de la ville. Le 13 avril 1947, 3 cars emmènent les adhérents au musée Rath de Genève pour visiter l'expo Van Gogh et en profiter pour faire provision de chocolat et cigarettes. Loin d'être une association culturelle guindée, Peuple et Culture est au contraire animé d'une franche ambiance détendue. Gabi Monet, à gauche, met à profit ses talents de comédien pour improviser une descente triomphale des escaliers du musée avec François Lanier, lui aussi comédien aux Escoliers. En juillet 1947, l'équipe Peck, autour de Gabi et Julien Elfgott, reçoit les stagiaires suédoises à Annecy. Gabi tient sur lui son fils Jean-Claude, né l'année précédente, manifestement très attiré par les Suédoises. Alors que Lina Audesser a du mal à retenir son fils Michel d'aller jouer dans le Gnomon du frère Arsène. Derrière elle, Julien Elfgott, secrétaire de Peck. 14 septembre 1947. Gabi anime la première kermesse de Peck dans le parc du centre des Marquisats. De nombreux stands et activités culturelles font appel à la lecture, à la musique, au cinéma, au jeu théâtral. Pendant que la sono diffuse pratiquement en boucle Fleurs de Paris, It's a Long Way to Tipperary et tous les airs de la liberté retrouvée. 20 octobre 1947, Peck et le Ciné-Club accueillent Jean Painlevé, à gauche avec Henri Moret, pour un cycle Ciné-Sciences. Gabi porte le lourd sac des bobines. Au milieu, Julien Elfgott. Ciné-Sciences, tout comme le Ciné-Club, est l'une des nombreuses structures marquotées par Peck selon la méthode de Dumazdier. L'ultime aboutissement sera l'arrivée des JICA à Annecy, les Journées internationales du cinéma d'animation en 1960 grâce au Ciné-Club. Mais c'est une autre histoire.
12 juillet 1948. L'équipe de Peck est réunie devant le mythique 6 bis rue de la Paix pour recevoir un monstre sacré du théâtre et du cinéma. De gauche à droite, Paul Grillet, François Lanier, Gaby, Julien Elfgott, Henri Moret, René Collinet qui masque Georges Grandchamp, Yves Méraud, Monette, Marcel Vigny, derrière lui, Rita Malingeau. Le dominicain Bernard Bing, fils de Jacques Copeau, a fait venir Louis Jouvet d'Aix-les-Bains où il est en cure pour soigner sa voix au retour d'une tournée en Pologne. Derrière lui, Gaby et Monette. Au cours de l'intense conversation dans le bar au sous-sol de Peck, Jouvet ne tarissait pas de réflexions percutantes sur son voyage à l'Est. Quand on applaudit comme ça, ce n'est pas seulement pour quelque chose, mais contre autre chose. Et des pointes, comme celle-ci. Le désespoir ? Quand ça ne va pas, je me remue à la petite cuillère et je secoue la lampe à huile. Jouvet décédera 3 ans plus tard. En 1948, Gaby est tentée par une collaboration avec la seule troupe amateur annécienne, les Escoliers, dirigée par Camille Munier depuis 1928. Ensemble, ils montent Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski le 28 décembre 1948 au théâtre d'Annecy. Gaby impose Catherine Sauvage, qui va devenir une comédienne de premier ordre et a déjà débuté une brillante carrière de chanteuse. À droite, Catherine Sauvage, Grouchka, Gaby, Dimitri, et Camille Munier, Fiodor, le père Karamazov. C'est la seule fois où Gaby jouera avec Camille Munier, leur conception du théâtre étant quelque peu différente. Gaby était partisan d'un théâtre créatif, d'avant-garde, rompant avec les traditions. Camille Munier était attachée au théâtre classique. Pour la petite histoire, le cardinal Tedeschini a dormi à la Visitation lorsqu'il est venu consacrer la basilique 6 mois plus tard, le 2 juillet 1949. Comme il était très grand, il a fallu trouver un lit à sa mesure. On a fini par en trouver un au château de Montretier. Ce lit venait de servir pour les frères Karamazov, mais scandale dans la scène du viol. Le cardinal Tedeschini a tout de même consenti à dormir dans ce lit, qu'on voit ici, au fond, entre Gaby et Catherine. 30 avril 1949, salle Pierre Lamy. Les méfaits du tabac, scène monologue en un acte d'Anton Tchekhov. Le hasard faisant parfois bien les choses, la pancarte n'est pas là pour le décor. La ligne du bas se laisse aisément deviner. Pour célébrer le 1er mai 1949, Gaby et ses comédiens amateurs présentent la chanson de l'an 9, salle Pierre Lamy. De gauche à droite, Julien Elfgott, Yvonne Berbet, Pierre Garçon au fond, Maurice Litos-Baritel, Henri Moret qui masque André Tisse, devant la cage Myriam Romano, sur la cage Jacques Lauru, sur les marches Monette et Gaby, puis Jean-Marie Olgiati. Le décor est dû à François de Chabanex. L'équipe de Peuple et Culture se réunit régulièrement chez Paul Tisse, rue des Barattes, sous le cerisier. Ici, le 15 septembre 1949. Il n'y a pas de meneur de jeu, ni d'idée directrice. Chacun émet des idées, des critiques, des suggestions. Tous ont la parole. Toutes les actions et événements culturels de l'immédiat après-guerre ont émergé de ces rencontres. Des noms à ne pas oublier. À gauche, Nat Rostand, puis Paul Tisse, Gaby, Henri Moret du Ciné-Club, Jean Leveugle, directeur du Centre des Marquisats, Camille Francillon, de dos, accoudé à la table, Julien Elfgott. À la droite de Nat Rostand, de dos, René Collinet, Paul Grillet et Audet. Encore l'un des nombreux stages Peck au Marquisat, le 20 septembre 1949, sur le thème de la lecture. Au fond, à gauche, Gaby, Jean Leveugle et la secrétaire d'État à la culture, André Viennot. Devant eux, Paul Langrand et Benigno Cáceres de Peck, animateur du stage. Spectacle de fin d'année, le 22 décembre 1949, salle Pierre Lamy. Les enfants de la plus grande nuit. Montage de textes et poèmes mis en scène par Gaby. À gauche, Monette. À droite, Gaby, toujours avec des comédiens amateurs. Les répétitions se font dans l'une des baraques Adrian, peu confortables des Marquisats, autrefois dortoir de la milice. Les soirées sont organisées une fois par mois sur les œuvres d'écrivains, poètes et romanciers.
Les écrits sont préalablement choisis par Gaby et Yves Méraud, qui tient le rôle de récitant ou de meneur de jeu. À chaque fois, la salle est pleine. Après être jouées à Annecy, les pièces sont présentées à l'extérieur, à Cusy, Gruffy, Régnier, Saint-Jean-d'Eau et même Albertville, aussi bien en un lieu couvert qu'en plein air sur des tréteaux. Les costumes sont réalisés par les comédiens eux-mêmes. Gaby amorce ainsi une mini-décentralisation théâtrale dans le département. Ce ne sont pas les habitants éloignés qui doivent venir à Annecy pour chercher la culture, du moins les rares qui viennent, mais la culture qui va vers eux dans les villages, comme il l'a fait à Cran en 1946. Le GAT, groupe d'action théâtrale, créé en 1946 de façon informelle par Paul Tys et Gabriel Monet, se structure en association en mars 1950. Les 3 associations culturelles d'Annecy délèguent chacune un administrateur, la Société des Beaux-Arts, Peuple et Culture et les Escoliers. Installé dans les locaux de Pec, au 6 bis rue de la Paix, le GAT contribue au développement et à la coordination des manifestations théâtrales à Annecy et dans le département. Dans le même temps, la commission art dramatique de Pec, animée par la personnalité et la sensibilité de Gabriel Monet, poursuit une intense activité et organise de nombreuses veillées et montages poétiques. 18 août 1950 au Marquisat. Gaby anime un stage art dramatique organisé par le GAT. Monette et Julien Helfgott jouent les figurants assis à table. Sortie surprise de Pec en septembre 1950 au Cirque du Fer à Cheval. Les femmes se livrent à un concours de tricotage. À droite Monette, puis Françoise de Chabanex et Huguette. On ne sait pas laquelle fut la gagnante, mais elles se sont bien amusées. 22 décembre 1950, spectacle de Noël salle Pierre-Lamy. Lumière sur les vivants. Geneviève Ray, André Tys et Gaby. Le décor est de François de Chabanex. Gaby, Thérèse Bertherat, Henri Moret, Michel Orsat. En 1951, Gaby trouve le nom Yanni-Léo pour la troupe d'art dramatique créée avec Yves Méraud, composée uniquement d'amateurs. L'acteur André Dussolier y a fait ses débuts. Le nom Yanni-Léo m'est venu à l'écriture de ce petit poème, un nom qui ne désigne rien que lui. Jaillit comme à l'assaut, pour capturer l'ennui, mon sang a dessiné Yanni-Léo. Arbre de Noël au Marquisat, le 17 janvier 1951 pour les enfants de Pec. Gaby joue ici un rôle de composition particulièrement délicat. Devant lui, son fils Jean-Claude assure qu'il a été très sage pour avoir ses jouets. À droite, Ginette Donadieu, Monette et Lina au dessert. Derrière le Père Noël, Yvonne et Jean Aurèche. De 1954 à 1956, Gaby crée les Nuits théâtrales au château d'Annecy dans le cadre d'un stage national d'art dramatique, ouvert à tous les amateurs. La scène est une ellipse en pente, baptisée la soucoupe, sans autre décor que les murs du château et sans coulisses. La première aventure shakespearienne de Gaby sera Hamlet en 1954. Un texte sans coupure de 5 heures sans entr'acte. La nuit était fraîche. Les spectateurs avaient apporté vêtements chauds et couvertures. Don Juan de Molière sera présenté en alternance cette même année. Hamlet revient l'année suivante, en 1955, en alternance avec Ubu-Roi, d'Alfred Jarry. Les édiles locaux, choqués par le sujet de cette farce dans laquelle Jarry mêle absurde, satire, parodie et humour gras, veulent interdire cette pièce provocatrice, opposée à leurs habitudes théâtrales classiques. Plusieurs intellectuels se mobilisent autour de Michel Vinavert, Albert Camus, Roland Barthes, Philippe Soupeau et Jean Vilar pour suspendre le veto municipal. Ubu-Roi est un événement, un triomphe dans la cour du château. Henri Vernet est la mère Ubu et Alphonse Thivrier, le père Ubu. L'été 1956 est l'apothéose des nuits théâtrales du château pour commémorer le 500e anniversaire de la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Pour Sainte-Jeanne, Gaby fait venir Catherine Sauvage, qu'il avait déjà imposée dans Les Frères Karamazov. Et le rôle d'un petit page est attribué à Jean-Claude, le fils de Gaby, tout juste âgé de 10 ans. Plusieurs célébrités du spectacle viennent rencontrer Gaby durant le stage et les répétitions, entre autres Georges Brassens et Jacques Brel. On y verra aussi Yves Montand.
un jeune romancier déjà adoubé par Albert Camus et par ailleurs PDG de Gillette France, Michel Vinavert, assiste aux répétitions. Il sympathise très vite avec Gaby, qui lui demande d'écrire une pièce pour les Nuits du Château l'année suivante, en 1957. Ce sera Les Coréens, première pièce de Michel Vinavert, alors âgé de 28 ans. Cette pièce ne pourra pas être montée à Annecy en raison de l'interdiction du ministère de la Jeunesse et des Sports, employeur de Gaby, à l'instigation des édiles municipaux, déjà bien remontés par Ubu-Roi qu'ils n'ont pas pu censurer l'année précédente. Qu'à cela ne tienne, Gaby décide d'aller jouer les Coréens sur le chantier du barrage de Serponçon, où il est accueilli par la censure du préfet de la Drôme. Pour ne pas décevoir le public déjà sur place, Gaby va jouer Antigone de Sophocle, dans les costumes des Coréens, en y insérant subrepticement quelques textes des Coréens de Michel Vinavert. Après tout, Antigone était aussi, il y a 2400 ans, une révolutionnaire en lutte contre la tyrannie. Gaby reste ainsi dans le thème des Coréens. Mais il ne jouera jamais les Coréens à Annecy, puisque les Nuits du Château de 1957 n'auront jamais lieu. Roger Planchon et Jean-Marie Serrault monteront cette pièce dès octobre 1956 à Lyon, où elle recevra un grand succès. Elle sera ensuite jouée de nombreuses fois, dont en 2006 à Séoul, en Corée, par une troupe coréenne. Gaby devra patienter jusqu'en 1959 pour la mettre en scène à Aix-en-Provence. Il sera le soldat Bel-Air. Les Coréens sont, après Ubu-Roi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En 1957, face à la position de son ministère de tutelle et de la municipalité, et après bien des hésitations, Gabriel Monet décide de quitter Annecy. Il rejoint Jean Dasté à la Comédie de Saint-Étienne, sous les toits de l'École des Mines, comme acteur et metteur en scène. Un poète qui ne dérange pas ne sert à rien, disait Gaby. À Annecy, Yves Méraud essaye de continuer Yanni Léo en montant Prévert qui êtes-vous et L'humour aux lèvres. Mais sans son âme créatrice, Yanni Léo ne put survivre. Pour prendre la relève, Pierre Tessier crée la troupe du Libre Élan sous l'égide de Peuple et Culture, toujours avec des comédiens amateurs. Le Libre Élan tiendra le coup quelques années, sans toutefois atteindre le panache de Yanni Léo. Depuis Saint-Étienne, Gaby écrit au docteur Paul Servetaz, premier adjoint au maire, et propose pour Annecy un projet d'action théâtrale en Haute-Savoie. La municipalité de Charles Bosson ne donne pas suite à ce projet. En 1960, Malraux appelle Gabriel Monet à Bourges pour créer la Comédie de Bourges, qui deviendra la première maison de la culture, inaugurée par Malraux en 1961. En 1968, la municipalité de Bourges dénonce les subventions, au prétexte que Gaby a pris fait et cause pour ses comédiens et le personnel en grève durant les événements. Malraux, ulcéré, retire à Bourges le statut et le budget de centre d'art dramatique et transfère Gabriel Monet à Nice, où il part avec une grande partie de ses comédiens. Mais Nice n'est pas Bourges. La cohabitation avec le Dallas municipal niçois, comme dira Gaby, n'est pas un long fleuve tranquille. Inévitable, le désaccord aboutit à un clash avec le maire Jacques Médecin. Gaby émigre alors en 1975 au Centre dramatique des Alpes, à Grenoble. Il y trouve une jeune compagnie, le Théâtre Partisan, dirigé par Georges Lavaudan. Gaby a l'œil à tout, et Lavaudan devient rapidement son associé, puis son co-directeur. En 1978, Gaby se retire sur la pointe des pieds et lui laisse l'entière direction, tout en restant comédien au sein de la troupe. Grandeur de l'acteur et humilité de l'homme. Sous divers prétextes, Gaby fera de nombreuses escapades depuis ses points de chute pour revenir à Annecy et dans la région. Comme ici, le 22 novembre 1959, à la fête des écoles laïques d'Annemasse. Il n'oubliera jamais la ville de ses débuts et de ses expériences décisives qu'il a dû quitter bien à regret. Gaby gardera des liens étroits avec Annecy, notamment avec le groupe d'action théâtrale qu'il avait créé en 1946 et qui va accueillir plusieurs de ses spectacles montés à Bourges, Nice et Grenoble. Macbeth, le 28 février 1969, à la MJC de Novelle par la Comédie de Bourges. Le 9 mars 1972, Hamlet avec le Théâtre de Nice. L'École des femmes, le 26 octobre. En 1982,
et 1985, il est Ivan Romanovitch dans Les Trois Sœurs, mis en scène par Ariel Garcia Valdés. Il monte Dialogue d'exilés de Brecht à la nouvelle MJC des Marquisas. En 1984, Richard III reçoit un énorme succès sur la scène nationale avec Ariel Garcia Valdés dans le rôle titre. En 1987, à quoi ça sert Mozart ? Gaby maintient aussi un lien avec Peuple et Culture nationale présidé par Joffre Dumasdier. En 1965, il participe au congrès de Grenoble, clôturé par une lecture sur scène. Au premier plan, Gaby et Benigno Cáceres, figure emblématique de Pec depuis Uriage et Grenoble. C'est l'occasion de retrouver les anciens de la première heure des Marquisas. Ici, avec Jean Barthalet, devenu président de la Fédération française de ski, mais toujours très impliqué à Peuple et Culture. À droite, Jean-Yves Martin, de Culture et Développement, filiale de Pec. Le 28 février 1969, après Macbeth donné par la Comédie de Bourges à la MJC de Novelle, Gaby retrouve pour la soirée les anciens de Pec et des Marquisas, toujours très heureux de le revoir. On reconnaît derrière lui le docteur André Bouvet, président de Pec de Haute-Savoie. À côté, Ernest Duchesne et son épouse, Janine Boumal, Lina au dessert. Au fond, Pierre Patel et Yves Méraud. La pièce de Michel Vinavert, Des travaux et des jours, est mise en espace à la MJC de Novelle en 1979. Elle sera présentée l'année suivante au Théâtre d'Annecy. Au premier plan, Pierre Jacquier, président de la Commission des Affaires culturelles et président des JICA jusqu'en 1984. Derrière lui, Nat Rostand de Pec et Gaby. On reconnaît aussi Paul Tys et sa fille Christiane, Pierre Patel, Julien Elfgott, Daniel Sonzini. Le 14 avril 1972, Camille Munier fait don à la ville d'Annecy du théâtre de l'Échange qu'il a créé et animé durant 12 ans avec son épouse Madeleine. La ville en confie la gestion à Annecy Action Culturelle, qui deviendra le centre d'action culturelle. Gaby Monet, qui avait monté avec lui les frères Karamazov, est en répétition, loin d'Annecy, et n'est pas en mesure de venir. Il adresse ce message de reconnaissance et d'amitié à Camille Munier, dont voici la conclusion. Chère Madeleine et chère Camille, voici qu'après avoir tant marché, tant rêvé, travaillé tous les deux pour la joie des autres, vous faites maintenant ce geste simple de leur donner votre maison, pour qu'ils soient sûrs de s'y trouver toujours comme chez eux, comme toujours dans les paroles et dans les musiques qui font vivre. Or, il ne suffit pas de vous dire un merci amical et même fervent. Si je peux me permettre d'exprimer un vœu aujourd'hui, c'est celui d'inviter les Annéciens à marquer ce 14 avril d'une rose rouge et de venir ici chaque année longtemps. Célébrez vos donnants et le signe que vous avez fait dans le temps qui vous fut donné sur la terre et qui préfigure la seule civilisation possible de l'avenir, la civilisation du cadeau. Sur le plateau des Glières, le 2 septembre 1973, Gaby précise son intention pour l'inauguration par André Malraux du monument à la résistance de Giglioli. Je crois que pour mes camarades de l'association des rescapés des Glières, pour moi, de même que pour ceux qui viendront s'associer à l'événement, il ne s'agit pas d'un retour nostalgique sur le passé. Il s'agit d'interroger pour la première fois une œuvre d'art d'aujourd'hui, dont la présence est telle qu'elle provoque déjà, je le sais, des réflexions en tous sens. Une œuvre d'une haute solitude à la mesure de la montagne et de l'événement qui s'est produit là-haut, et qui fut un signal éclatant du réveil des esprits occupés. Appelons cela, si vous le voulez, une œuvre de vie sur un lieu de mort. Vous voyez que nous sommes loin d'une demande d'anciens combattants. Mais le théâtre dans tout cela, je me fiche du théâtre, je ne sais pas ce que c'est. Comme beaucoup d'autres, je rêve d'un art pluridisciplinaire en prise directe sur la vie et qui ne soit pas qu'une fabrication de spectacles. Je voudrais précisément éviter la théâtralité ordinaire, militaire ou officielle. Nous nous efforcerons de voir et entendre le moment présent, la nuit, la nature, le monument, les hommes réels, l'absence, l'attente,
et de favoriser le recueillement vrai. Pour cette inauguration, Gaby crée en nocturne « Aujourd'hui une pierre » sur un texte écrit avec Yves Méraud et Julien Helfgott. Son parti scénographique est une prolongation de Montagne en guerre qu'il avait mis en scène à Annecy le 22 août 1948 sur le paquier. Mais ici, la scène est beaucoup plus grande, englobant tout le plateau des Glières et son décor naturel. Les interprètes sont invisibles, leurs voix retransmises par haut-parleurs sur des kilomètres. Le spectacle grandiose est constitué par 105 militaires du 27e BCA, porteurs de torches, descendant lentement des lignes de crête pour entourer en finale le signal du sculpteur. 105, c'est le nombre de tombes de la nécropole de Morette. La célébration se termine par cet extrait. Toi, sur qui l'avenir comptait tant, tu n'as pas craint de mettre le feu à ta vie. Nous errerons longtemps autour de ton exemple. Il faut revenir. Il faut revenir. Tu t'es écrié « J'adresse mon salut à tous les hommes libres. Il faut revenir. Tout est à recommencer. » 8 novembre 1980, Daniel Sonzini fait visiter le chantier de Bonlieu à quelques anciens de PEC. Devant lui, Gaby. À gauche, Marcel Vigny, Julien Helfgott, Monette et Paul Tys. L'ouverture de Bonlieu, dont Sonzini sera directeur, mettra fin aux multiples et virulentes manifestations d'opposition au projet. Aboutissement de la proposition de Gaby, refusée 25 ans plus tôt par la municipalité de Charles-Bosson, Bonlieu est inauguré en octobre 1981 par le maire André Fumex, le ministre Jean-Pierre Cotte et l'architecte Maurice Novarina, à gauche. Sur fond de démolition du Casino-Théâtre, c'est tout un symbole. Une page culturelle d'Annecy se tourne, ou plutôt évolue, puisque le CAC, le Centre d'action culturelle, créé en 1971, trouve désormais sa place à Bonlieu. Bonlieu qui deviendra scène nationale en 1992. Pour inaugurer Bonlieu, Georges Lavaudan crée Les Géants de la Montagne de Pirandello, où Gaby est le magicien Cotron. Cet énorme cadeau à Annecy est dû à l'indéfectible attachement de Gaby pour la ville de ses débuts. En reconnaissance au travail effectué depuis 15 ans par le Théâtre Éclaté, Alain Françon crée La seconde surprise de l'amour de Marivaux. Après l'inauguration de Bonlieu, Gaby, Daniel Sonzini et Georges Lavaudan se retrouvent à Novelle pour évoquer le cheminement tortueux et plein d'embûches qui a finalement abouti à la création de Bonlieu. En 1987, dans le forum de Bonlieu plein à craquer, Gaby, accompagnée par Étienne Perruchon, répond à l'interpellation d'un spectateur de Bourges. À quoi ça sert Mozart ? C'est vrai. À quoi ça sert un écrivain ? À quoi ça sert Mozart ou Duke Ellington ? Ça va loin cette question-là. Mais je crois que ça sert à faire des villes. Ça sert à faire un type de relation, un type de maison, un type de rue, un type de parlotte dans les rues, un type de rassemblement. Ça sert à faire des calendriers, des fêtes, des samedis et des dimanches. Ça sert à faire des questions sur la vie et sur la mort. C'est interminable parce qu'il faut continuer. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir. Mozart n'est pas un luxe. C'est un fantastique chant de l'homme entre son énigme et les énigmes du monde. C'est une fantastique tendresse, un remuement de toutes les forces de l'enfer et du ciel, une bataille qui n'est jamais finie, un risque perpétuel. Cette fête à Mozart marque la parution du livre de Jean-Pierre Spillemont au titre éponyme de la question. Le théâtre Éclaté, créé par un collectif de comédiens issus de Saint-Étienne à l'initiative d'Alain Françon, ici au premier plan, jouera de nombreux spectacles, comme ici La farce de Burgos. Gabriel Monet revient à Annecy en février 1994 pour l'inauguration de la salle Paul Tys au Balmette. Paul Tys, ici à droite, avec Louis Moreau. Gaby déclare à cette occasion « Vous savez que j'ai porté à Bourges l'expérience d'Annecy, que j'ai tenté ensuite de la porter dans ce Dallas du Midi de la France qui s'appelle Nice, et que dans les deux cas, je n'ai pas duré. Pas duré non plus à Annecy autant que je l'aurais voulu. Et nous voici dans une salle de répétition qui porte le nom de Paul Tys. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux faire.
il faudra féliciter, remercier Annecy d'avoir fait cela, d'avoir donné à cette salle le nom de ce regard pour qui l'attention à l'humain et ses tâtonnements étaient essentiels. 1995, dans la grande salle du château, Bernard Bosson, maire d'Annecy, nomme Gabriel Monet citoyen d'honneur de la ville d'Annecy. Il a marqué notre cité à jamais en lui apportant un supplément d'âme. Ce soir, très affectueusement, nous lui exprimons notre profonde gratitude et notre indéfectible attachement. Gaby Monet était un militant, un citoyen, un homme de conviction et de courage, alliant force et tendresse comme personne. Ce qui était particulièrement émouvant, entraînant, c'était sa fidélité à ses idéaux de jeune résistant, sa conviction que la culture est un fantastique champ de l'homme entre son énigme et les énigmes du monde. Pour cette occasion, Gaby joue Le songe d'un homme ridicule de Fédor Dostoïevski dans l'Espace 300 de Bonlieu Scène Nationale. En octobre 1995, à Annecy, Gaby retrace l'épopée de son ami Julien Helfgott, président de l'association des rescapés des Glières, qui vient de se voir remettre la Légion d'honneur par le colonel Jourdan. À cette occasion, Julien et Gaby retrouvent leurs amis de l'équipe historique de Peuple et Culture, des Marquisats et de la Résistance. Le 5 septembre 1996, à Bonlieu Scène Nationale, Gaby inaugure l'exposition Les Passeurs, consacrée à la période 1946-1973. Ultime exposition organisée par Daniel Sonzini avant sa retraite. En guise d'allocution, Gaby lit un texte de sa plume, pareil à nous, d'une force et d'une intelligence sans égale. La photo titre de l'expo a été prise 50 ans plus tôt par Henri Audesserre lors de Montagne en guerre, le 22 août 1948, sur le Paquier. Ce sera l'unique exposition publique de ses photos de son vivant. Malvoyant, Henri est ici, devant Gaby. Michel Vinaver dira, après avoir visité l'exposition: Il me paraît plus que souhaitable, nécessaire, que la trace de cette exposition se matérialise par la publication d'un ouvrage en référence permanente à ce quart de siècle exceptionnel qu'a connu la ville d'Annecy comme sans doute aucune ville en France. Âge épique, pourrait-on dire, de la culture populaire, de la culture tout court, source dont on ne sait quel avenir, à ne pas laisser perdre. Il est interdit d'oublier. Le lendemain de l'exposition, Gaby et les anciens de Pec et des Marquisats sont invités à déjeuner par Jo Malinjoux au chalet des Pionniers, à Orange. Gaby retrouve des amis de vieille date. De gauche à droite. Gaby, André Bouvet, président de Pec, Henri Audesserre, Jean Leveugle, directeur du Centre des Marquisats, Irène Audesserre, Maurice Litos-Baritel, photographe, et sa femme Françoise, Bernard Riguet, promoteur de logements à prix modéré, Georges Grandchamp, libraire, président des Amis du Vieil Annecy, Jo Malinjoux et son épouse Rita. Détente et bonne humeur sur fond de souvenirs avec ses compagnons de l'action culturelle, ici avec Yves et Daniel Méraud, avec André et Marie-Agnès Bouvet. Le 7 mai 2001, au Théâtre Marigny, Gabriel Monet reçoit des mains de Catherine Tasca, ministre de la Culture, un Molière d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. À l'occasion des Journées du patrimoine, en septembre 2005, qui ont pour thème le théâtre dans la cité, Gaby intervient dans l'Espace 300 de Bonlieu pour marquer le 20e anniversaire du Centre d'action culturelle. Vous pensez bien que je ne vais pas célébrer le 20e anniversaire de votre action culturelle sans laisser parler en moi le jeune homme qui conjuguait ses amours et ses colères dans vos rues. La question est de savoir si vos 20 ans seront seulement l'âge du conscrit ou celui de l'artiste appelé à façonner un jour neuf. La réponse vous appartient. Moi, je vous fais confiance. Je veux simplement vous dire combien j'aime en vous le regard accordé aux beautés et aux bontés du pays où vous êtes. Combien je souhaite vous retrouver en lui et lui en vous, longtemps et même après, tel qu'à vos commencements, souriant, accueillant, terriblement présent. Ce clin d'œil encourageant est suivi d'un échange sur scène animé par Michel Bataillon avec Robert Abirached, Gabriel Monet, Michel Vinaver, Anne Cotterlaz
et un message vidéo d'Alain Franchon qui n'a pu se déplacer. Le lendemain, 17 septembre 2005, le maire d'Annecy, Bernard Bosson, convie au restaurant les vétérans de Peuple et Culture et des Marquisats. Gabi fait l'éloge de son ami des débuts, Henri Audesser, mémoire d'image de son épopée annécienne, décédé il y a quelques jours dans sa 90e année. Sa photo générique de l'exposition Les Passeurs est un véritable symbole. Une quinzaine de personnes se retrouvent à cette occasion. On reconnaîtra Yves Méraud, Joseph Palény, Gilles Delallé, Jo Malinjoux, Monette, derrière elle, Christiane Thys, Gabi, Bernard Bosson, André Bouvet, Anne Cotterlaz, Marie-Noël Provent, Daniel Sonzini, Michel Vinavert, Marie-Agnès Bouvet, Julien Elfgott, Georges Granchon. Gabi revient en 2008 comme président d'honneur des rencontres Jeunes Théâtres à l'Auditorium Cénaud et fait une lecture de son auteur fétiche, René Char, La main amie. À nouveau, le 29 avril 2010, toujours comme président d'honneur des rencontres Jeunes Théâtres, à l'Hôtel de Ville de Cénaud, pour inaugurer l'exposition des œuvres de son ami de toujours, Yves Méraud. Gabi retrouve Michel Vinavert, venu exprès de Paris, qui a écrit pour lui sa première pièce, Les Coréens, pièce qui ne sera jamais montée à Annecy. Retrouvailles ô combien émouvantes de ce trio des débuts et ultime venue de Gabi à Annecy. Devant les œuvres d'Yves Méraud, Françoise Camusot, maire de Cénaud, Michel Vinavert, Marie Gaget, Gabi, Yves Méraud, Julien Elfgott, Joseph Palény, directeur de l'Auditorium, Monette, Bernard Bosson, maire d'Annecy. Et toujours l'éternel humour de Gabi, fervent adepte d'un illustre personnage, ici avec Yves Méraud et son épouse Danielle. Gabi et Monette autour de Joseph Palény, avec l'architecte Jacques Lévy, debout, qui a conçu Bonlieu et l'Auditorium Cénaud avec Maurice Novarina. Gabi quitte la scène le 12 décembre 2010 dans sa 90e année, en plein élan pendant les répétitions au Conservatoire de Montpellier de État civil d'Antonio Lobo Antunes, mis en scène par son ami Georges Lavaudan. Il devait être sur scène quelques jours plus tard avec les élèves du Conservatoire à la MC 93 de Bobigny. Avec Gabriel Monet, disparaît l'un des derniers géants des grandes heures de la décentralisation théâtrale. Dès le 22 janvier 2011, un hommage lui est rendu dans l'Espace 300 de Bonlieu. L'évocation des débuts annéciens par son complice de la première heure, Yves Méraud, est suivie de nombreux témoignages de ceux qui ont connu ou côtoyé Gabi depuis près de 70 ans. Philippe Morier-Genoux lit des extraits du recueil de Gabi, Bourges pas à pas, ponctué musicalement par Gérard Memone, compositeur et pianiste des spectacles de Gabi, avec Nicolas Nebout au violoncelle sur fond d'images de Gabi. Jean-Claude conclut cet hommage en retraçant le singulier parcours de son père. Ses amis d'Annecy éditent rapidement une plaquette mémoire avec les nombreux témoignages et les points forts du parcours de Gabi. Georges Lavaudan écrira peu après sa disparition « J'ai souvent pensé, ces dernières années, à ce jour d'aujourd'hui. Tous nous y avons pensé en essayant de conjurer le sort. Ta dernière sortie, celle dont nous ne voulions pas entendre parler, est brutale et inattendue. Elle est aussi insupportable. Mais ton legs, ton exemple, ton courage, ta probité, les mots du dictionnaire ne servent plus à rien, nous offrent une chance inespérée de penser que la vie vaut le coup d'être vécue. Merci Gabi. Merci. » C'est aussi Louis Jourdan qui tenait à rappeler le rôle des militants de l'action culturelle et de la création à Annecy. Combien parmi les usagers des centres culturels, tellement assimilés qu'ils nous donnent l'illusion d'avoir toujours appartenu à notre quotidien? Combien savent ou veulent savoir ce qu'ils doivent en fait de qualité de vie à ces vaillants pionniers, tous issus de la résistance? La première maire adjointe, Marie-Noël Provent, a demandé à Géraldine Mercier d'effectuer une étude sur la vie culturelle et artistique annécienne. Elle s'est rendue en Languedoc à la rencontre de Gabi et Monette. Je suis allée chercher celui que tous ici à Annecy appellent Gabi. Je suis allée chercher le résistant, le père de la décentralisation théâtrale. Je suis allée percer le mystère d'Hamlet et du Burroi, le mystère des nuits théâtrales. Je suis allée chercher le Gabriel des livres. Et au bout d'un chemin de terre, dans un coin de garrigue, j'ai trouvé Gabi et Monette.
J'ai trouvé des vivants, des éternels vivants. Et les vivants nous donnent du courage. Bonlieu Scène Nationale, dont Gaby est à l'origine, est rénové et agrandi en 2014 avec une nouvelle salle de création. La communauté d'agglomération, à l'initiative de son maire, Bernard Bosson, et de la première adjointe Marie-Noëlle Provent en charge de la culture, décide de donner le nom de Gabrielle Monet à cette salle remarquablement équipée pour former les futurs créateurs. Inaugurée le 6 octobre 2014 par le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, cette salle est curieusement dénommée Le Cube. Le nom de Gabrielle Monet n'apparaît toutefois nulle part si ce n'est sur une très discrète affichette autocollante. À droite, Daniel Sonzini et Yves Méraud, puis Jean-Luc Rigaud, Jean-Claude Monet, son épouse, et Christian Monteil, président du conseil départemental. Derrière Yves Méraud, on distingue l'affichette retraçant de façon assez maladroite le parcours de Gabrielle Monet. Une personnalité de marque a brillé par son absence, Salvador Garcia, directeur de Bonlieu Scène Nationale. Cette affichette mériterait une formulation digne de l'héritage culturel et artistique que Gaby a contribué à élever pour cette belle ville d'Annecy. Le nom de Gabrielle Monet n'y figure qu'une seule fois, mais il y a 7 fois « il ». En remerciement pour cet homme épris de culture vivante, généreux poète de cœur et d'esprit, l'association Yanniléo forme unanimement le vœu que la salle Gabrielle Monet à Bonlieu Scène Nationale mériterait d'être personnalisée dans sa visibilité.